Mon nom est Caroline Bacon. J'avais 35 ans quand j'ai réalisé que mes parents ne m'avaient jamais considéré comme un membre de la famille, mais seulement comme une ressource vers laquelle ils pouvaient se tourner chaque fois que cela leur convenait. Pendant 3 années consécutives, j'ai envoyé à mes parents $2200 chaque mois. Sans faute, sans excuse. Pas même quand les vacances arrivaient. Ni quand j'ai été licenciée pendant quelques semaines et que je comptais mes pièces dans l'allée du supermarché. Pas même quand mon petit ami a quitté son emploi parce qu'il avait besoin de temps pour trouver sa voie. J'ai continué à envoyer l'argent, me disant que c'était à cela que ressemblait la loyauté, que c'était une compensation pour les sacrifices de mon enfance que je ne pourrais jamais pleinement mesurer. Ma mère aimait dire « la famille passe avant tout ». Je me suis accrochée à cette phrase comme à une promesse, jusqu'à ce qu'elle commence à ressembler davantage à un avertissement. Ma fille a eu 10 ans samedi dernier. Elle a demandé une fête sur le thème des licornes dans le jardin. Rien de luxueux, a-t-elle dit. Juste des licornes, des ballons et un gâteau. J'ai souri et j'ai dit oui, puis j'ai discrètement étiré mon budget jusqu'à ce qu'il craque. J'ai cuisiné tous ses plats préférés. J'ai engagé une maquilleuse pour enfants. J'ai même loué un petit poney pour que les enfants puissent prendre des photos. Chaque choix ressemblait à un petit pari, mais je voulais qu'elle se sente spéciale, particulièrement spéciale pour mes parents. Ils étaient là le jour de sa naissance. Ils l'avaient tenue dans leurs bras, avaient embrassé son front et publié des photos avec des légendes sur leur fierté d'être grands-parents. Sur chaque photo, ils semblaient dévoués. Je voulais que cet amour se manifeste dans la vraie vie, pas seulement dans des souvenirs soigneusement encadrés. Mon petit ami n'a pas aidé. Il a dit qu'il le ferait, puis a disparu derrière ses écouteurs et a parlé d'enregistrer un épisode pour un podcast qu'il n'a jamais enregistré. Je ne me suis pas disputée avec lui. Je se racle la gorge, n'avais pas d'énergie. Cette journée n'était pas pour lui ni pour moi, c'était pour ma fille. La fête a commencé à midi. À 12h30, le jardin était plein d'enfants. À 13h, la musique était forte. Le poney tournait en rond et le sourire de ma fille était large et spontané. Mes parents n'étaient pas là. Au début, je me suis dit qu'ils étaient en retard. Ma mère était toujours en retard. Puis, j'ai pensé que c'était peut-être à cause de la circulation. Peut-être que quelque chose était arrivé. J'ai appelé ma mère une fois, elle n'a pas répondu. J'ai appelé mon père, directement sur la messagerie vocale. Je continuais à vérifier mon téléphone tout en faisant semblant de ne pas le faire. 1 heure après le début de la fête, alors que les enfants couraient en riant à côté de moi, je suis entrée dans la maison et j'ai réessayé. Cette fois, ma mère a décroché. Je n'ai même pas demandé où ils étaient. J'ai juste dit, nous attendons. Elle a ri, pas de façon nerveuse ou désolée. Elle a ri comme si j'avais dit quelque chose de drôle. Puis elle a dit, nous ne pensions pas que c'était si important. Elle n'est pas vraiment de la famille pour nous. Tu le sais déjà. Je suis restée à fixer le mur. Les mots ne sont pas tombés comme une insulte, ils sont tombés comme un fait qu'elle avait enfin cessé de cacher. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, ni d'hésitation, juste la vérité livrée avec naturel, comme si elle me rappelait quelque chose que j'aurais déjà dû comprendre. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai raccroché. Je suis ressortie, j'ai applaudi au rythme de la chanson d'anniversaire et j'ai souri pour les photos. J'ai distribué le gâteau. Je me suis agenouillée près de ma fille et je lui ai dit à quel point j'étais fière d'elle. Elle n'a jamais vu que mes mains tremblaient. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose a changé de façon permanente. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être un pont entre mes parents et la vie que j'étais en train de construire. Je me suis pliée, renforcée et réparée chaque fois qu'ils s'appuyaient trop fort. Mais les ponts brûlent aussi. Et une fois qu'ils ont disparu, il n'y a plus aucun moyen de traverser à nouveau. Quand la fête a commencé à se terminer, j'ai dit à mon meilleur ami que j'avais besoin de sortir un moment. Il est resté avec ma fille. J'ai pris mes clés et j'ai conduit directement à la maison de mes parents, la maison que je payais. Dans l'allée se trouvait le SUV neuf que je leur avais acheté à crédit. Ma mère disait qu'elle avait mal au dos dans sa vieille voiture. Mon père disait que ses genoux ne supportaient plus d'être dans un siège bas. Je les ai crus.
Je le seracle la gorge faisait toujours. Je n'ai pas frappé à la porte. J'ai utilisé le double des clés et je suis entré. Leur maison sentait la même chose, le propre, le désodorisant et un léger arôme de café. Elle semblait épargnée par les soucis. Je suis ressorti immédiatement, j'ai démarré le SUV et j'ai quitté l'allée en marche arrière. Ils ne s'en sont rendus compte que lorsque j'étais à mi-chemin de chez moi. Mon téléphone a commencé à vibrer. Un appel manqué, puis un autre, puis des SMS, où vas-tu avec la voiture? Qu'est-ce qui te prend, appelle-nous tout de suite. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas une réaction, c'était une réponse qui mûrissait depuis 10 ans. Quand j'ai garé le SUV dans mon allée, je suis restée assise là une minute entière avant de couper le moteur. L'autocollant de l'église était encore à l'arrière. Un désodorisant au pain pendait au rétroviseur. Ils sentaient leur vie, payée avec la mienne. J'ai ouvert la boîte à gants et j'ai sorti le certificat d'immatriculation, qui était toujours à mon nom. Ce soir-là, après que ma fille se soit endormie en serrant son livre d'anniversaire, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai annulé le voyage d'hiver à Aspen. Vol en première classe, réservation à l'hôtel, forfait de ski. Tout. Je l'avais planifié pendant des mois. Mes parents avaient dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre un tel voyage sans moi. Maintenant, ils n'iraient plus du tout. Quand les courriels de confirmation d'annulation sont arrivés, je les ai transférés à ma mère, sans aucun message joint. Elle n'a répondu que le lendemain matin, 10 appels d'affilée. J'ai répondu au 11e. Elle m'a demandé si j'étais devenue folle. Elle m'a dit que j'étais irrespectueuse. Elle a dit qu'annuler le voyage sans consulter était cruel. Puis elle a dit la seule chose que je n'ai pas pu oublier, tu dois arrêter d'agir comme si tu avais le contrôle de cette famille. Je n'ai pas discuté. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Ensuite, j'ai appelé la société de financement et j'ai organisé une reprise de possession volontaire du SUV. Je n'allais plus verser un seul paiement. Ils ont dit que quelqu'un passerait le récupérer dans 2 jours. Je n'ai rien dit de tout cela à mon petit ami. Il pensait encore que nous allions à Aspen. Il pensait encore que je paierais son équipement de ski comme la dernière fois. Ce soir-là, alors qu'il jouait aux jeux vidéo et que ma fille dormait à mes côtés, je suis restée éveillée à écouter le silence. Pour la première fois, je ne me noyais pas dans la culpabilité. J'ai ressenti un soulagement, mais je savais aussi que ce n'était pas fini. Mes parents n'ont jamais aimé perdre le contrôle, et je venais de commencer à récupérer tout ce qu'ils croyaient leur appartenir. La véritable tempête était encore à venir. Le SUV a été emmené 3 jours plus tard. Il a disparu avant l'aube, de manière silencieuse et efficace, comme une pensée enfin exécutée. Je me tenais devant la fenêtre de la cuisine avec une tasse de café, regardant la dépanneuse l'accrocher. Le véhicule avait encore l'air neuf sous la lumière de la rue. Peinture polie, pneus propres. Le même SUV que ma mère conduisait pour aller à l'église et à ses rendez-vous au spa. Le même que les voisins admiraient. Je ne me suis pas sentie mal. Je ne me suis même pas sentie nerveuse. Je me suis sentie libérée. À midi, les courriels ont commencé. Le premier objet disait, comme c'est mature, Caroline. Je ne l'ai pas ouvert. Le suivant était plus long et furieux. Elle écrivait que je les avais humiliés, que les voisins avaient vu la voiture se faire emmener et que les gens posaient des questions. Elle disait que je les faisais passer pour des criminels. Puis elle a bifurqué, comme elle le faisait toujours, vers une liste de tout ce qu'ils avaient sacrifié pour moi pendant ma croissance, comme si je n'avais pas remboursé chaque faveur 10 fois. Vers la fin, elle a écrit, « Si tu voulais nous punir, tu aurais pu le faire en privé. » Punir. C'était le mot qu'elle avait choisi, comme si j'étais une enfant faisant un caprice et non une femme adulte fermant un robinet après une décennie à avoir été vidée. J'ai marqué le courriel comme non lu et je l'ai déplacé dans un dossier intitulé « Documentation ». Je ne m'attendais pas à ce qui est venu ensuite. Ce samedi-là, ma cousine Jessica a appelé. Sa voix était hésitante, comme si elle n'était pas sûre de devoir me parler. Elle m'a demandé comment j'allais, puis a fait une pause trop longue. Je lui ai demandé ce qui se passait. Elle m'a raconté que mes parents avaient organisé un barbecue la veille au soir, une réunion de famille complète.
Tout le monde était là. Tout le monde sauf moi. Quand mon nom a été prononcé, ma mère s'est levée dans le salon et a dit à tout le monde qu'elle était inquiète pour moi. Elle a dit que je m'isolais, que j'agissais de façon paranoïaque et que je refusais de parler à qui que ce soit. Puis elle s'est approchée et a baissé la voix de la manière dont elle le fait quand elle veut que les gens écoutent. Elle a dit qu'elle craignait que je sois tombée dans la drogue. Jessica a dit que certains membres de la famille semblaient mal à l'aise. D'autres ont hoché la tête comme si l'explication avait du sens, comme si elle comblait les vides que ma mère avait soigneusement créés. Mon père était assis sur la terrasse avec un verre et n'a pas dit un mot. Il ne l'a pas corrigé. Il ne l'a pas arrêté. Il ne le fait jamais. Jessica ne me l'a raconté que parce qu'elle ne trouvait pas ça juste. Elle semblait coupable, comme si elle se sentait complice par sa simple présence. Quand j'ai raccroché, je suis restée très immobile. Être trahi en silence est une chose. Être réécrite publiquement comme quelqu'un d'instable devant les personnes qui vous ont autrefois tenu bébé en est une autre bien différente. Ce soir-là, les messages ont commencé à arriver. Des tantes, des oncles, des cousins au second degré à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Soudain, tout le monde était inquiet, demandant si j'allais bien, si j'avais besoin d'aide, si je voulais parler. L'une d'elles a dit qu'elle m'écrivait avec amour. J'ai reconnu le schéma. Ma mère a empoisonné le puits, maintenant elle observait qui en buvait. Je n'ai pas répondu à un seul message. À la place, j'ai publié une photo sur Facebook. C'était le SUV garé parfaitement dans mon allée 2 jours avant la saisie. La légende était simple, juste un rappel, j'ai acheté ceci. Je peux le reprendre. Sans nom, sans explication, sans discussion. En quelques minutes, j'ai vu qui ne me suivait plus. 3 parents. Puis 2 autres. 1 heure plus tard, un message d'un nouveau profil est arrivé. Pas de photo, pas d'amis. Tu ne sais pas ce que tu as commencé. C'était elle. Je n'avais pas besoin de preuves. Mais elle se trompait. Je savais exactement ce que j'avais commencé. Après cela, tout est devenu silencieux. Ni appel, ni courriel, ni faux profil. Un silence comme celui-là ne signifie pas la paix, cela signifie de la planification. La vie a continué à bouger en surface, travail, déjeuner scolaire, vaisselle dans l'évier, mon petit ami toujours sur le canapé parlant de ce qu'il était sur le point de faire. Rien ne semblait différent, mais tout avait changé. J'étais sortie du rang et ils étaient en train de décider comment me forcer à y rentrer. La première faille est venue d'un numéro que je n'ai pas reconnu. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Une femme d'une société de location de meubles, « Madame, vous n'êtes pas sur le contrat de bail. La police est en route. » Mon cœur a manqué un bond. Avant que je ne puisse rappeler, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Haletante, urgente. « Voilà ce que tu fais à ta propre sœur, a-t-elle dit. Ma sœur s'est fait ça à elle-même, j'ai répondu. Et on ne répare pas ça en prenant ma maison. Elle a essayé de m'interrompre, je ne l'ai pas laissé faire. Tu lui as donné la permission? Elle est sensible, a hurlé ma mère. Elle ne voulait pas faire de mal. Mon père est finalement intervenu, me disant que j'étais cruelle. Il y avait encore ce mot, cruel. Comme si j'avais franchi une ligne invisible qu'ils étaient autorisés à franchir librement. Je suis claire, j'ai dit. Puis j'ai mis fin à l'appel. 20 minutes plus tard, un message de Monsieur Asquin, mon propriétaire, est arrivé. La police l'a escorté dehors. Serrure changée, nouvelle clé au bureau. Elle prétendait que vous lui aviez donné la permission. Ma main. Il l'avait vraiment fait. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, l'appartement semblait étrange. Il ne manquait rien de majeur, un cadre photo retourné face contre terre, un placard légèrement ouvert, les draps n'étaient pas assez pour que je me sente violée. Ma fille a dit doucement, on dirait que c'est différent. Je me suis agenouillée devant elle et je lui ai dit la vérité le plus simplement possible. Certains adultes ne suivent pas les règles de la maison, j'ai dit. Elle a hoché la tête comme si c'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Plus tard dans la soirée, ma mère s'est présentée à ma porte. Pas d'appel,
Pas de message, frappant juste comme si le couloir lui appartenait. Je n'ai pas ouvert. Caroline, a-t-elle appelé, d'une voix douce comme le miel. Nous devons parler. Envoie un message, j'ai dit à travers la porte. Nous parlerons plus tard. Son ton a changé instantanément. Ne sois pas dramatique. Ta sœur pleure. Les enfants sont confus. Tu l'as humiliée. On y est, j'ai dit à voix basse. Voilà la limite. Elle a sifflé que j'avais appelé la police contre la famille. Je lui ai dit que j'avais appelé mon propriétaire, la police est venue parce que ma sœur est entrée par effraction. Elle a essayé d'adoucir le ton à nouveau. Elle a dit que ma sœur était fragile. Elle a dit que j'exagérais. Tu as franchi une limite légale et personnelle, j'ai dit. Je ne discuterai pas de cela. Et maintenant quoi, a-t-elle lancé. Tu es en train de la punir. Je protège ma famille, j'ai dit. Puis je me suis éloignée et je l'ai laissé continuer à frapper à la porte au milieu du silence. Les appels ont continué pendant des jours. Les parents disaient que j'étais cruelle. Ma sœur disait aux gens que je l'avais laissée, elle et ses enfants, à la rue. Mon père a laissé un message vocal disant « Ce n'est pas toi ». Mais finalement, c'était moi. Je les ai tous bloqués. Sans annonce, sans discours. J'ai simplement cessé de répondre. Ensuite, j'ai appelé mon propriétaire et j'ai demandé à résilier mon bail plus tôt. En quelques jours, j'ai établi un plan. J'ai protégé mes finances. J'ai parlé à un avocat. J'ai trouvé une maison de ville modeste dans un quartier tranquille. J'ai utilisé de l'argent dont la famille ignorait l'existence parce que je savais qu'ils le traiteraient comme un buffet. Quand le silence n'a pas fonctionné, ils ont intensifié les choses, ils se sont présentés à mon travail, ont envoyé des messages à mes collègues, ont envoyé une lettre dramatique sur la façon dont j'avais brisé le cœur de la famille. J'ai envoyé un dernier courriel, je n'ai donné à personne la permission d'entrer chez moi. Vous avez franchi une limite légale et personnelle. Je ne discuterai plus de cela. Ne me contactez pas. Ne vous présentez pas sans prévenir. S'il doit y avoir une relation à l'avenir, elle sera basée sur le respect et le consentement. La famille n'est pas un laissez-passer gratuit. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai mis la discussion en sourdine. Les mois suivants ont été calmes, non pas parce qu'ils avaient changé, mais parce qu'ils avaient perdu l'accès. Et c'est alors que les gens ont commencé à remarquer le schéma. La vraie question était, qui serait le prochain à l'admettre ? Le silence qui a suivi n'était pas paisible, il était contrôlé. Il n'y avait plus d'appel parce qu'il n'y avait plus d'accès, ni de portes ouvertes, ni de leviers émotionnels qu'ils pouvaient actionner sans ma participation. Le silence n'était pas leur choix, c'était le résultat d'avoir perdu leur emprise. Quelques semaines après l'envoi du courriel, mon cousin Trevor m'a envoyé un message tard un soir. Je ne savais pas qu'il t'avait fait ça. C'est vraiment mal. Je suis fière de toi. C'était la première fois que quelqu'un de ma famille reconnaissait la réalité sans l'adoucir, sans la traduire en inquiétude ou en culpabilité. J'ai regardé le message plus longtemps que je ne l'espérais. Je n'ai pas répondu immédiatement, j'ai simplement laissé ce message exister. La vie a continué tranquillement après cela. J'ai préparé les déjeuners. J'ai travaillé. J'ai appris les nouveaux itinéraires autour de notre maison. Mon petit ami s'est plaint du déménagement au début, il disait qu'il se sentait plus à l'étroit, plus silencieux, moins excitant. Je n'ai pas discuté. J'ai arrêté de donner des explications à des personnes qui profitaient de mon épuisement. Avec le temps, il a arrêté de parler d'Aspen. Il a arrêté de poser des questions auxquelles je ne répondais plus. Les mois ont passé. Puis, un après-midi, un numéro inconnu est apparu sur mon téléphone. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de le faire. C'était mon père. Il semblait fatigué, pas en colère, pas autoritaire, simplement épuisé. Il n'a pas commencé par des accusations. Il ne m'a pas dit ce que j'avais fait de mal. Il a dit, je ne suis pas parti. Je suis passé à autre chose, j'ai répondu. Il y a eu une longue pause. Il m'a dit que ma mère disait que j'avais changé. Je l'espère, j'ai dit.
Il a admis que ce n'était pas quelque chose de dramatique, ce n'était pas parfait, mais il y avait une forme de reconnaissance de responsabilité. Je lui ai dit que nous pouvions nous voir selon mes propres termes. Pas de surprise, pas de pression. Il a accepté et s'est présenté. Cela fait un certain temps maintenant. Ma sœur dit toujours aux gens que je l'ai abandonné. Ma mère teste toujours les limites à travers d'autres parents, à travers des messages vagues et de la culpabilité de seconde main, mais je n'y participe pas. Mon téléphone ne me fait plus serrer la poitrine. Mon père vient de temps en temps. Il joue avec ma fille. Il ne réécrit pas le passé. Il ne me demande pas d'oublier. Et pour cela, nous dormons mieux. Je ne me sens plus coupable parce que j'ai enfin compris quelque chose qu'il m'a fallu des décennies à apprendre. C'était un système familial construit sur l'accès sans consentement. Les limites n'étaient pas respectées, elles étaient poussées jusqu'à ce que je m'effondre. Et quand j'ai cessé de m'effondrer, je suis devenu le problème. Les limites ne sont pas une punition. Elles sont de la clarté. Je n'ai pas gagné en discutant. Je n'ai pas gagné en donnant des explications. J'ai gagné en prenant des mesures calmes et irréversibles, en sécurisant mon espace, en coupant l'accès et en choisissant d'avancer au lieu de chercher l'approbation. Alors posez-vous cette question, si quelqu'un franchissait une ligne aussi profonde, continueriez-vous à appeler cela de l'aide? Ou finiriez-vous par nommer cela pour ce que c'est et protégeriez-vous ce qui vous appartient?